Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, 45 minutes de belles rencontres ici en Savoie-Mont-Blanc. Au programme de ce lundi 15 octobre, on parlera de l'opération Zéro Déchet. Salvador Garcia, le directeur de Bonlieu Scène Nationale, répondra ensuite à mes questions. Et comme chaque lundi, la page des sports, nous parlerons de padel, le sport de raquette à la mode en Haute-Savoie. Mais avant d'accueillir mes invités, Fanette pour les titres du journal. Salut Fanette. Alors ce soir, on va parler du journal avec malheureusement un nouvel accident de chasse en Haute-Savoie. Oui, qui s'est déroulé samedi soir sur la commune de Montrion, près de Morzine. Il était à peu près 18 h quand un jeune chasseur de 22 ans qui était invité par l'association communale de chasse, donc il avait le droit d'être là et de chasser à cet endroit-là, à cette heure-là. Il a tiré sur un vététiste, un restaurateur des Jets, qui est donc décédé. Donc on va faire le point, un dossier complet. Victoria nous rejoindra sur le plateau parce qu'on le sait, c'est un sujet très compliqué. Et nous, on va en parler dans 2 minutes. Voilà, avec la FRAPNA également. Et puis, forte mobilisation contre le projet de tunnel sous le Semnoz ce samedi. Voilà, et mobilisation ce samedi à Saint-Joriot, parce que la sortie du tunnel routier serait à la limite de Sevrier-Saint-Joriot, et donc Saint-Joriot serait assez impacté. Et donc il y avait entre 400 et 500 personnes à peu près sur place. Donc il y a la question du tunnel routier sous le Semnoz, mais ce que surtout demandent les associations qui s'étaient mobilisées et les habitants, c'est la création d'un transport en commun vraiment performant. Pour eux, ce qui est proposé dans le projet qui est en cours de concertation, ça ne suffit pas. Donc pareil, on fera le point. Merci beaucoup Fanette. Tu reviens en fin d'émission. Pas de revue de presse aujourd'hui. Pas de revue de presse. À tout à l'heure. Avant d'accueillir mon premier invité, on va revenir sur ce dramatique accident de chasse qui a eu lieu ce samedi du côté de Montrion et qui a coûté la vie à un vététiste. Je suis en liaison Skype avec monsieur Jean-Pierre Croizat, le trésorier le vice-président régional de la FRAPNA. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour monsieur Croizat. Tout simplement, votre réaction après cet accident ? Eh bien, nous sommes révoltés par l'acte de ce chasseur qui a donné la mort à ce vététiste à Montrion, comme nous avons été révoltés par cette autre mort au Semnoz en décembre 2015. Combien faudra-t-il de morts avant qu'on interdise la chasse les jours où il y a le plus de promeneurs, de familles et de sportifs dans la nature ? Alors, la pratique de la chasse a été suspendue jusqu'à nouvel ordre sur le territoire de Montrion. C'est la bonne solution pour vous ? Il faut une solution beaucoup plus générale, parce que la nature n'appartient pas qu'aux chasseurs, ni l'écologie d'ailleurs. La nature appartient à tout le monde, et tout citoyen au XXIe siècle en France, dans notre état de droit, devrait pouvoir se promener dans la nature sans la crainte d'y être pris pour cible. Alors, monsieur Crouzat, est-ce que selon vous, avec la multiplication des accidents, est-ce qu'il faut tout simplement arrêter la chasse ? Il faut interdire la chasse les jours où il y a le plus de fréquentation dans la nature. Donc, c'est-à-dire les mercredis, les samedis et dimanches, de manière à ce que 98,5% de la population puisse s'y promener sans la crainte d'être pris pour cible par un chasseur. Quelle a été votre réaction, vous, d'un point de vue personnel, quand vous avez pris connaissance de ce tragique accident ? J'ai été encore à nouveau atterré par le fait que dans notre si belle nature, nous puissions être pris pour cible et tués avec les drames familiaux que cela entraîne. Il faut absolument que cela cesse. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous acceptez les explications des chasseurs quant à ces accidents qui ont un petit peu tendance à se répéter ces dernières semaines, derniers mois ? Il y a de plus en plus d'activités outdoor ou de simples promenades dans la nature, et il faut que la chasse soit totalement interdite les jours où il y a tous ces gens dans la nature. On ne peut pas rester dans cet état de danger permanent et de crainte pour les promeneurs. Merci beaucoup, Jean-Pierre Crouzat. Merci. À bientôt. Allez, on passe à la rubrique Actu. Je vous en prie. Jean-Marc Drivet, installez-vous. Et je rappelle, dans le journal, dossier complet sur cet accident de chasse. Alors, Jean-Marc Drivet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de Grand Lac en charge de la valorisation des déchets. Tout à fait. On va parler avec vous de quelque chose on en entend beaucoup parler. C'est la réduction des déchets, avec le défi Zéro Déchet. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce fameux défi ? Alors, c'est un événement qui se déroule sur 4 territoires. Grand Lac, Grand Annecy, rue Militaire de Savoie et Grand Chambéry. Et donc il est organisé sur ces différents territoires. C'est un événement qui se déroule à peu près sur 2 mois et demi. Le but, c'est de faire prendre conscience du volume des déchets, le poids et le volume que l'on produit,
Et ça se passe en 3 étapes. Il y a une première étape où effectivement on remet aux personnes d'abord un petit peson qui permet de peser tout simplement. Voilà. Donc première période où on ne change rien du tout à ses habitudes, on fonctionne de la même manière et on pèse exactement ses déchets. Ensuite, il y a une deuxième période sur laquelle on commence effectivement à changer un petit peu d'habitude. On participe à des ateliers, on échange avec d'autres personnes pour améliorer son fonctionnement. Et enfin, une troisième période où là, on met complètement en application et on pèse vraiment le gain qu'on a réussi à faire. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette opération? Vous l'avez dit, 4 territoires. À Grand Lac, qu'est-ce qui vous a poussé? Il y avait une surconsommation, trop de déchets? Je crois qu'il faut avoir conscience globalement, on doit, préserver nos ressources naturelles. On produit énormément de déchets. Grand Lac fait partie de Savoie Déchets, qui est le syndicat qui traite aujourd'hui, qui valorise et qui traite de par l'usine d'incinération les déchets, et on a énormément de déchets. Donc il faut trouver une manière de réduire ces déchets. Et on prend l'exemple de Robert Reed sur San Francisco qui était venu partager avec nous. Et il n'y a pas qu'une seule méthode. Il y a plein de petites choses, et ces petites choses qui s'appliquent à différents maillons de la chaîne qui vont faire que on va essayer de réduire nos déchets produits. Alors sur Grand Lac, 28 communes sont concernées par ce défi. Oui. Ça représente combien de familles, combien de personnes à peu près? Alors c'est une centaine de familles. En gros, 300 familles sur l'ensemble de l'opération. On a une centaine de familles sur Grand Lac. On dit à peu près 1000 personnes. Donc, vous voyez un petit peu le prorata avec des niveaux complètement différents. Vous allez avoir la famille qui a déjà bien pratiqué et qui va venir compléter un petit peu ses astuces. La personne qui fait, et qui, va vraiment chercher vraiment des astuces supplémentaires. Et puis, la personne qui ne le fait pas du tout. C'est presque là les plus intéressants. À la limite, c'est ça forcément qui serait le. Mais voilà, mais on peut pas non plus cibler que ces familles-là. Est-ce que vous savez à peu près de quelle catégorie socio-professionnelle ces gens viennent? C'est assez varié, j'imagine? Oui, c'est très varié et on n'a pas encore fait pour l'instant le bilan là-dessus puisqu'on est dans la première période aujourd'hui. Alors, vous avez dit environ une centaine de familles. Vous attendiez à plus, vous attendiez à moins? Non, nous c'est une première pour nous, donc c'est vrai que c'est plutôt positif. Et on s'en rend compte d'ailleurs parce qu'on a énormément d'inscriptions dans les ateliers. On a été obligé d'augmenter, pour exemple, les ateliers, c'est produire des produits d'entretien de façon différente, des cosmétiques, utiliser, des restes de nourriture pour faire autrement. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là. C'est aussi visiter nos sites, l'usine d'incinération, le centre de tri, pour prendre conscience des volumes. Si vous visitez pas le centre de tri, vous pouvez pas vous rendre compte qu'au final, il y a aussi des gens qui trient à la main nos déchets. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, vous en tant que vice-président chargé de cette valorisation des déchets, est-ce que vous avez le sentiment que la réduction des déchets, c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs des Français? Non, pas complètement. Il faut pas se leurrer. On est des très bons trieurs. Il faut encore améliorer à la fois notre qualité, parce que c'est pas tout aussi de trier, mais il faut aussi trier comme il faut, parce que sinon le déchet, nos déchets qu'on a triés qui deviennent une nouvelle ressource, il faut qu'elle soit de qualité. Donc c'est vrai que ça demande une démarche particulière. Non, il y a encore beaucoup de travail et c'est vrai que le travail se fait aussi à la source parce qu'évidemment le déchet entre guillemets qu'on ne produit pas, c'est aussi celui qu'on ne fabrique pas au départ. Forcément. Donc on a c'est un petit peu un cercle vicieux. Tout à fait, c'est un cercle vicieux et on a plein de marge de manœuvre à ce niveau-là. À partir de quand on peut dire que le défi est réussi? Quand ça finit, vous m'avez dit 9 décembre à peu près? Oui, voilà, tout à fait. On aura un bilan. Comment est-ce que vous évaluez le défi réussi? Le défi réussi, c'est effectivement déjà si les familles sont allées au bout de la démarche, parce que c'est aussi parce qu'il y a des difficultés, il y a des changements de comportement, des changements de vie. Donc ça permet de voir si effectivement sur un certain nombre d'échantillons de familles, elles sont allées au bout de la démarche et ça permet d'estimer la difficulté de la tâche. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en plus donc de ce défi, le fait de peser ces déchets, il y a aussi des ateliers. Là aussi, c'est assez important de mettre ces choses en place. Oui, parce que on a besoin de beaucoup d'accompagnement.
de partage d'expérience. Ça, c'est, moi je l'ai vu, hein, je suis délégué aux déchets depuis 2014 et on a des multitudes d'expériences, de dynamisme qu'il faut partager et c'est comme ça qu'on arrive à développer la dynamique. Le fait que les magasins de vente en vrac se développent, c'est quelque chose qui, j'imagine, va complètement dans votre sens. Bien évidemment. Oui, tout à fait. Ben, l'emballage qu'on met au départ, c'est une évidence. Même à titre personnel, j'ai encore énormément de mal à avoir le réflexe, quand vous allez sur un commerçant, à prendre le sac, ne serait-ce que pour transporter déjà le global. C'est la première étape. Parce qu'il y a encore très peu de commerçants sur lesquels vous arrivez avec votre emballage et votre récipient, mais déjà le fait d'aller avec un sac pour éviter d'avoir le sursac d'un emballage. Même à titre personnel, je dis, j'ai encore oublié mon sac. Voilà, donc c'est pas facile. Je pense que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes. De se rendre compte une fois arrivé au magasin. Tout à fait. On est oublié. Voilà. Quelle est votre position par rapport à la taxe incitative? On rappelle qui permet l'application du principe pollueur-payeur. Je suis très partagé pour l'instant sur cette solution. Alors, pas forcément peut-être objectif, parce que malheureusement, je suis une commune et aussi l'agglo qui est à proximité d'une communauté qui l'a mis en place. Et pour l'instant, tout ce qui est communauté de l'avant-pays savoyard, le pays hainaut, et je subis tout ce qui est un petit peu le côté négatif du transfert des déchets. Voilà, vous avez des gens qui posent dans les communes avoisinantes, emmènent sur leur lieu de travail. Des décharges. Alors là, on est par contre sur des décharges autorisées, puisque c'est quand même dans des containers. Hein, mais il y a aussi beaucoup de décharges sauvages. Alors voilà, c'est encore l'autre côté négatif. On a ceux qui posent à côté des containers. Moi, ça me fait bondir, quoi. Je veux dire, voilà. C'est des choses. Ou alors vous avez, par exemple, tout ce qui a été dépôt sur les autoroutes. On a une augmentation sur l'autoroute des aires de repos qui collectent les déchets. Voilà, Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on n'a pas encore l'esprit à ça? Ou est-ce que les gens... Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la taxe des ordures ménagères, elle est incluse dans la taxe d'habitation. Donc, on a l'impression qu'on ne paye pas pour les déchets. Or, on paye quand même pour ça. Et le fait de sortir en taxe incitative, par contre, là, on a une facturation qui est complètement indépendante. Alors, est-ce qu'on n'est pas encore prêt à ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a toute une communication, une éducation à faire? Sûrement. Par contre, c'est vrai que sur le fond, le fait que celui qui produit paye plus que celui qui ne produit pas, c'est vrai que sur le fond, c'est plus juste. Mais c'est difficile à mettre en œuvre. Merci beaucoup, Jean-Marc Drivet. Merci de votre invitation. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Allez, on passe à la rubrique culture avec mon prochain invité, Salvador Garcia, directeur de Bonlieu Scène Nationale. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce canapé. Alors, la saison a bien débuté, avec un gros succès, notamment la semaine dernière. Festen, oui, Nakama, 2 créations made in Bonlieu. Oui. C'est vrai, on a démarré la saison avec 2 reprises. Enfin, on avait démarré avant avec 2 nouvelles créations, puisqu'on a eu le plaisir d'avoir Rachidou Ramdam, qui a fait un magnifique spectacle qui s'appelle Franchir la nuit. Très très beau, avec une scénographie magique, puisqu'il avait transformé le plateau de Bonlieu en piscine. Sans exagérer, bon, il y avait quand même sa d'eau, c'était pas un mètre d'eau, mais quand même tout le plateau était devenu un miroir d'eau. Donc ça, c'était très très beau. Ensuite, on a eu la création de Rodrigo Garcia. Quand je dis création, ça veut dire qu'ils préparent leur spectacle à Annecy, puis ensuite ils vont tourner en France ou en Europe, suivant les spectacles, pendant toute une année. Et ensuite, première fois qu'on le fait, on a repris les spectacles que nous avions fabriqués à Annecy l'année dernière, dont Festen, dont vous parlez, qui est le phénomène, Festen, phénomène. Puisque l'année dernière, 5 représentations, ça veut dire 5000 places. Et cette année, j'en ai repris 4 de plus et 4000 places de plus. Ce qui veut dire que 9000 personnes ont vu à Annecy le même spectacle. Et avec tout le temps des salles debout, enthousiastes, etc. Donc c'est une rentrée qui fait plaisir, on va dire. Quelle est l'importance de la création quand on dirige un théâtre comme le vôtre, un théâtre de cette envergure? Pour le public, c'est pas très important, parce que le public, il a raison, il se moque bien de savoir si le spectacle a été fait à Annecy ou à Paris. Ce qu'il veut, c'est de bons spectacles. Donc c'est déjà ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de programmer de très bons spectacles, qu'ils soient faits ou pas à Annecy. Après, la face cachée de l'iceberg, ou immergée, c'est le fait que Bonlieu est aussi un lieu où les artistes travaillent. Et c'est dans nos missions. C'est pour ça qu'on reçoit de l'argent du ministère de la Culture qui paye quand même 30% du budget. Et donc du coup, là, c'est ce qui se passe en coulisses. Dans la salle de création, dans la salle de répétition, il y a des spectacles qui effectivement se fabriquent à Annecy.
Les Annéciens ont la primeur de la première, et ensuite ils vont partir tourner. Mais au fond, le public, et il a bien raison, s'en moque un peu. Lui, ce qu'il veut, c'est voir de beaux Festen. spectacles. C'est que, voilà, on aurait dit Festen est créé à Annecy. Bon, c'est vrai, mais ça aurait été un mauvais spectacle. Ben, on aurait pu s'excuser, quoi. Mais il se trouve que c'est un très bon spectacle, donc tant mieux. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette saison 2018-2019? Mais moi, je les qualifie toujours d'exceptionnelles. D'abord parce que parce qu'elles se ressemblent jamais les unes les autres. Mais c'est vrai que cette année, entre les créations de début de saison avec des grands spectacles comme Festen, l'événement autour des enfants qui aura lieu en décembre avec les 7 doigts de la main qui viennent montrer un spectacle de cirque sur Bosch, sur le peintre Bosch, et puis plein de spectacles gratuits, puis le retour de Cyril Test en fin de saison avec Opening Night, Isabelle Adjani, avec des grands noms aussi de la scène internationale. Philippe Torreton. Philippe Torreton qui vient montrer, jouer J'ai pris mon père sur mes épaules, mais aussi des grands noms moins connus du public, mais très connus en Europe et dans le monde, comme Yann Fabre, qui vient une semaine en février, ou Christophe Warlikowski, qui est un des grands metteurs en scène européens, qui travaille au théâtre de Varsovie, en Pologne, qui a beaucoup de choses à dire sur la situation aujourd'hui de la Pologne, parce que même si elle est dans l'Europe, on sait que on a parfois l'impression que c'est très très loin la Pologne, hein, si on appliquait notre grille de lecture européenne, quoi. Bon, il est là, il va présenter un magnifique spectacle. Et puis voilà, j'en passe. Donc il y a de très gros événements, et pour la danse c'est pareil, avec des créations de Christian Rizzo. Donc oui, c'est une grosse saison. Le public ne se trompe pas d'ailleurs, hein. Il est comment d'ailleurs ce public de Bonlieu? Il est exigeant? Ah oui, il est exigeant, très exigeant. Enfin, pour une partie du public, il voit déjà depuis beaucoup d'années beaucoup de choses de très haut niveau. Donc il faut pas, on la lui fait pas, quoi. Quand il se lève, c'est que vraiment c'est formidable, quoi. Alors, un tiers de ce public, justement, a moins de 26 ans. Oui. J'imagine que c'est une vraie fierté d'avoir réussi à attirer des jeunes Oui. au théâtre. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est formidable, ça. Et quand on dit qu'il a moins de 26 ans et on parle de public qui vient librement. On ne parle pas Des scolaires, des collèges, etc. Ce sont des gens qui ont moins de 26 ans et qui s'abonnent tout seuls. Donc voilà, ça c'est beau. Alors ils vont voir évidemment les spectacles qui les intéressent le plus, et ils ont bien raison. Donc Festen, par exemple, c'est un spectacle qu'ils ont ovationné, parce qu'il y a tout le rapport entre le théâtre, le cinéma, la vidéo, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir au théâtre, ou en tout cas que eux-mêmes n'ont pas l'habitude de voir au théâtre. Donc c'est vrai qu'ils sont, évidemment, ils ont des goûts beaucoup plus décalés que leurs aînés. Alors, la saison est encore longue. Oui. On va en profiter pour rappeler qu'il y a encore de la place. On entend souvent Bonlieu, c'est complet, mais il y a encore de la place, il y a beaucoup de spectacles. Il faut pas hésiter. C'est vrai qu'il y a des spectacles qui sont d'ores et déjà complets. Forcément. On est déjà à plus de 8700 abonnés, donc c'est beaucoup. Mais il y a toujours de la place et il y a toujours des spectacles. Bon, on parlait d'Adjani tout à l'heure, par exemple, avec Opening Night. Bon, il y a des places pour Isabelle Adjani, il y a des places encore pour Philippe Torreton. Il y a, si les metteurs en scène m'entendaient dire ça, ils me gronderaient, parce qu'on ne parle pas d'eux, on parle des gens qui sont sur le plateau, mais le public sait bien ce que je veux dire. Il y a de la place, il y a encore de la place pour les 7 doigts de la main, pour le cirque, il y a des grands événements au printemps qui sont encore tout à fait ouverts. Alors on entend dire toujours, à cette époque de l'année, il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Bon, c'est vrai qu'il y a plein de spectacles complets. Le nombre de textes... Mais il reste de la place. Ouais. Et on arrive dans la période où on a peut-être envie d'aller d'aller passer la soirée au théâtre. Il commence à faire froid, voilà, le ski n'a pas encore forcément commencé, on se dit bon allez, on va passer une soirée à Bonlieu. C'est le moment. Mais c'est vrai qu'on est un peu victime du succès. Le nombre de SMS que j'ai reçus pour est-ce qu'il te reste des places pour Festen, J'imagine. C'est monstrueux, monstrueux. Bon là évidemment c'était complet. Mais on va le reprendre encore la saison prochaine. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faudra attendre un an, mais on va le représenter. Pour finir, un retour sur Annecy Cinéma Italien et Annecy Cinéma Espagnol qui se sont terminés il y a quelques semaines. Voilà, donc ça c'est le nouveau. Donc on fait les 2 festivals de cinéma en début de saison. Petit focus quand même par rapport sur le cinéma espagnol, par rapport au nombre de films présentés, mais de très belle qualité, je crois, qui a été bien suivi par le public. Et puis le cinéma italien, qui lui est beaucoup plus ample, on va dire, puisqu'il y a une semaine de programmation, avec un très très beau film à l'ouverture, qui a beaucoup été apprécié. Un public qui a suivi. Une programmation qui est faite par Francesco Giaovia, qui est mon délégué artistique qui travaille en Italie,
qui est de très très belle qualité. Je crois qu'on a là le nec plus ultra de ce qui se fait aujourd'hui dans le cinéma italien en Italie. Merci beaucoup, Salvador. C'est moi qui vous remercie. J'allais pas dire bonne fin de saison parce qu'il reste encore beaucoup Oui. de semaines, beaucoup de On spectacles. n'est qu'au début. À très bientôt. Merci à vous. Allez, on est lundi. On va terminer tranquillement cette première partie d'Accès Direct avec notre page des sports. Je vous en prie, Alain Faure. Bonsoir. Alors, vous deviez être deux. Malheureusement, votre compère n'a pas pu se joindre. Ce n'est pas grave. Vous êtes le trésorier du Non, tennis. moi je suis le président du club. C'est le trésorier qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc le président du tennis club de Pringy. Voilà. On va parler d'une discipline très spectaculaire, le padel, et non le paddle. Le paddle, c'est un sport de raquettes qui se joue donc avec 7 raquettes et qui débarque un petit peu petit à petit en Haute-Savoie. D'où il vient ce sport? Alors au départ, il y a beaucoup d'incertitudes sur le padel. Sur l'origine? Alors on dit padel et vous verrez que des fois je fais l'erreur, je dis paddle, parce que le paddle c'est l'eau, le padel c'est le sport de raquette. Donc la dernière définition, on va dire, du padel, c'est le Mexique. Ça viendrait du Mexique. Les Français ont voulu se le réapproprier en disant que ça venait du jeu de paume, mais ça vient du Mexique. Aujourd'hui, en France, le paddle, c'est un début, on va dire, du paddle par rapport à l'Espagne, où l'Espagne compte environ 2 300 000 pratiquants. Ah oui. Ils ont 400 000 licenciés. D'accord. En France, on n'en est pas du tout là aujourd'hui. Nous, on a commencé à réfléchir sur le paddle il y a 2 ans et demi, où on s'était posé la question de dire faut diversifier un petit peu le tennis, puisque le tennis actuellement est on en reviendra à une petite crise en perte de vitesse. On va dire qu'aujourd'hui, les licences sont en chute libre, les pratiquants aussi. Mais ce sport-là, le padel, va certainement redonner envie aux gens de revenir peut-être au tennis. Alors aujourd'hui, quand nous on a mené cette réflexion, on était partagé avec le beach tennis, qui est quelque chose aussi qui est assez important. Emmanuel Berger, d'ailleurs, est un très bon joueur de beach tennis. Et Saint-Joriot a créé 3 terrains, je crois, de beach tennis. Et à cette époque-là, on s'est posé la question, est-ce qu'on ne suivrait pas Saint-Joriot dans le beach? Et puis au bout de quelques réflexions, on s'est dit c'est plutôt un sport méridional, plutôt lié au fait qu'on est sur la plage, qu'on est dans le midi quand il fait chaud. Et j'ai la chance d'avoir un fils qui est lyonnais et qui m'a dit tu sais Alain, tu devrais penser au padel. Et aujourd'hui, j'imagine que c'est un choix que vous ne regrettez pas? Non. Pas du tout. Pas du tout. Et on se pose même la question, aujourd'hui on a un padel. On était dans les premiers à l'avoir. On s'est fait doubler un peu sous le poteau par Annecy Tennis qui a 2 padels. Seno est en train de faire construire 2 padels. Donc il y a également qui est à côté de Romilly, Vallière, qui a un terrain également, et nous un terrain. Le but, nous, c'était de faire connaître ce nouveau sport. Et c'était également aussi d'avoir le côté plus ludique pour les parents. Parce qu'aujourd'hui, on voit toujours plein de parents qui amènent leurs enfants les mercredis au cours de tennis. Et la plupart ne jouent pas au tennis. Et là, depuis quelque temps, on les incite à prendre une raquette de padel, que vous avez là devant. On la remonte. Et petit à petit, ils commencent à se mettre au padel. Alors, on le voit sur ces images, c'est un sport très, très spectaculaire. Voilà. Quelles sont les autres qualités, les autres avantages de cette discipline? Alors, disons que le paddle permet de jouer. Alors, la surface d'un paddle, vous voyez sur le terrain qui est ici, c'est 20 mètres par 10. D'accord. Le tapis, c'est de la moquette. Donc, le gros avantage, c'est qu'au niveau des articulations, c'est beaucoup plus souple. Et on se fait, à la limite, je dirais, moins mal qu'au tennis. Ça se joue forcément en double? Ça se joue toujours en double. Bon, on peut s'entraîner en simple si on veut, mais les compétitions de padel sont en double. Le principe du padel, c'est, au niveau des scores, c'est le tennis. On compte de la même façon. L'engagement est totalement différent, puisque l'engagement se fait par en dessous, comme on dit au tennis à la cuillère. C'est-à-dire qu'on sert en diagonale par en dessous. Comme l'avait fait un fameux Michael Chang, voilà. je me rappelle. Comme il nous l'avait fait au cours c'était à Roland Garros, je crois qu'il nous avait fait ça. Donc c'est par en dessous, c'est-à-dire que c'est une mise en jeu, en fait. Bon, à part les très bons joueurs qui ont des services un peu difficiles à retourner, mais c'est une mise en jeu. Donc déjà, pour quelqu'un qui n'est pas pratiquant et au niveau tennis, ils sont déjà, c'est différent. En tennis, vous avez des smash et des services qui sont très forts et vous ne touchez pas la balle. Autant dire que là, quasiment vous touchez toujours la balle. Tout le monde peut jouer. Bon. En plus, la raquette, comme vous l'avez montré, est très proche de la main. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce bras de levier qu'il y a au niveau du tennis. Il n'y a également pas de corde.
Donc déjà, la réponse est à peu près la même si vous avez bien centré ou moins bien centré. Il y a quand même de l'écart quand on arrive à un certain niveau. Et je dirais le gros côté ludique, c'est que les échanges durent. Ouais, on le voit sur les Là, images. on voit que ça joue fort, mais ça dure quand même quand ça joue fort. Alors, sur ce que vous faites voir là, les gens peuvent sortir du terrain pour ramener la balle. Aujourd'hui, nous, sur le club de Pringy, on n'en est pas à ce niveau. Parce que là, c'est vraiment du très très haut niveau. J'ai choisi une sélection là, des c'est du meilleurs très, très points haut de niveau. l'année. Là, c'est du très très haut niveau. Oui. Vous l'avez dit tout à l'heure, on sait, hein, le tennis français traverse une véritable crise en termes de résultats, en termes de gouvernance et notamment en termes de licenciés. Aujourd'hui, moins d'1 million de licenciés. Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'avec l'émergence de sports comme le beach tennis ou le paddle, ça peut permettre à la fédération de garder ses licenciés? Bon, je pense qu'il y a quand même plusieurs choses au niveau de la Fédération française de tennis. Il y a une crise interne, il faut dire ce qu'elle est. Il y a une crise interne, il y a un manque de résultats de nos joueurs de haut niveau. Donc ça aussi, ça joue beaucoup. Aujourd'hui, les jeunes, quand vous leur parlez de sport, c'est les 2 étoiles sur le maillot qui les intéressent. Hein, c'est pas le tennis. Puisqu'on est redescendu, on est autour de 900 000 ou 1 million. On a été 1 400 000 à peu près. Vous voyez, c'est énorme la perte qu'il y a eu en une dizaine d'années. Bon, je pense que le paddle va aider à ce que les gens viennent dans les clubs. Et ça, c'est le côté très positif pour le tennis. Parce qu'une fois qu'ils vont venir dans les clubs, peut-être qu'ils voudront essayer le tennis. Parce que le tennis, étant même plus dur, ils auront une expérience padel qui déjà leur auront permis de voir un petit peu les phases de jeu, comment on compte les points et ainsi de suite. Ça va peut-être les aider. Le beach tennis, dans la région, on n'en fait quand même pas beaucoup à part Saint-Joriot. Je pense qu'il faudra plus compter sur le sport de raquette qu'est le paddle que le beach tennis. De plus, le paddle fait partie de la Fédération française de tennis. C'est-à-dire que les licenciés aujourd'hui qu'on va avoir au paddle seront des licenciés comptabilisés au niveau Fédération française de tennis. Alors on rappelle, donc en Haute-Savoie, si on veut jouer au paddle, Vallières, Annecy, bientôt Senau, oui. Et à Pringy, on donne l'adresse de votre club? Alors Pringy, c'est route du plateau. C'est à côté du terrain de foot, c'est la zone sport. Moi, je tiens à remercier surtout la mairie de Pringy, parce que quand on a lancé, nous, le padel, on était un peu les précurseurs, et beaucoup nous disaient c'est un effet de mode. Aujourd'hui, l'effet de mode, il est passé. Ouais, je pense qu'il est passé. Et en France, on a quand même de très bons joueurs, puisque Alix Colombo est championne de France. Malheureusement, elle ne vit pas du padel aujourd'hui. Elle joue beaucoup en Espagne, parce qu'en Espagne, ça joue beaucoup. Mon fils, qui a été faire 2-3 tournois en Espagne, m'a dit, en Espagne, on a l'impression que c'est la Coupe du Monde de foot à chaque match. C'est très, très ludique, et les Espagnols, ils sont fous de ça. C'est des méridionaux, en plus. Ils adorent ça, et il y a une ambiance de fou. J'espère que ça va venir on espère aussi, on viendra faire un tour. Merci beaucoup, Alain Merci Faure, à vous. d'avoir fait découvrir ce sport. Merci. À bientôt. Au revoir. Allez, avant de retrouver Fanette pour le rappel des titres, je suis en ligne, et si tout va bien, avec Sonny Folkeri. Sonny, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Bonsoir. Bonsoir, alors vous êtes triathlète, spécialiste de course à pied, et vous avez participé et terminé ce week-end la Gravity Race tout autour du lac d'Annecy. Non sans mal, je crois savoir. C'est ça. C'était un swimrun, donc le principe, on nage, on court 12 fois. Donc départ de la plage de Saint-Joriot et une arrivée à Verrier-du-Lac, donc après avoir traversé le lac et puis après avoir gravi deux belles montagnes au-dessus du lac d'Annecy. Donc une belle aventure. Alors course en relais, c'était une première, cette Gravity Race pour vous? Oui, tout à fait. C'était le premier swimrun. Donc avec ma copine Charlotte, on s'est lancé un pari un peu fou. C'est elle qui m'a motivé. Et puis le but c'était de franchir la ligne d'arrivée vraiment main dans la main. On avait obligation de rester ensemble pendant toute la durée de la course. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? De grands souvenirs. Au niveau des paysages, on va dire que c'était vraiment grandiose. En plus, on avait une journée magnifique samedi. La météo était vraiment au rendez-vous. Donc, de ce côté-là, ça allait super bien. Sportivement, ça a été un peu plus compliqué. Vraiment difficile. Surtout en ce qui concerne le dénivelé positif, puisqu'il a fallu monter à peu près 2000 mètres, un peu plus de 2000 mètres de D+. Donc, ça a fait mal aux jambes. Vous attendiez justement à un tel niveau de difficulté? J'avais vu le
le parcours, forcément, on s'était un peu préparé en conséquence, mais pas assez. Donc, on en a un peu bavé sur la fin. On en a un peu bavé aussi sur la partie natation autour du Roc de Cher. Il y avait presque 3 km et là, du coup, le froid, on sent vraiment le froid du lac. Mais bon, au final, c'est comme souvent, c'est le mental qui prend le dessus et on est très heureux d'avoir terminé cette course. Est-ce que vous reviendrez? Joker. Alors, je rappelle, vous êtes triathlète. Quel est le programme pour la suite de la saison, là, dans les prochains mois? Alors là, la saison de triathlon, elle est finie. Donc l'hiver, ça va être beaucoup de courses à pied, des marathons. Et puis la saison de triathlon, pour moi, elle reprend au printemps prochain avec des Alpha Ironman, ce qu'on appelle Ironman 70.3, à Barcelone et en Angleterre, où je le ferai avec ma copine. Donc on va se retrouver encore pour une belle aventure. Je rappelle que vous avez participé à la dernière édition du côté de l'Afrique du Sud. C'est ça, tout à fait. C'était il y a un mois. C'était une course qualificative. Et l'an prochain, les championnats du monde sont à Nice. Donc, chez vous, moi qui suis originaire du sud de la France, c'est un bel objectif que je vais me fixer encore pour l'an prochain. Dernière chose, est-ce qu'on a peut-être une chance de vous voir dans les années qui viennent à participer à l'Alpsman? Peut-être que vous connaissez cette compétition autour du lac d'Annecy. Bien sûr, oui, bien sûr. J'ai vu pas mal de reportages et c'est vrai que c'est une course qui m'attire. C'est une course très difficile aussi, mais pourquoi pas? Franchement, oui. Et puis, comme je vous l'ai dit, les paysages sont tellement magnifiques autour du lac, donc ouais, pourquoi pas? Merci beaucoup, Sony. Encore bravo. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Allez, c'est l'heure de retrouver Fanette pour le rappel des titres. Qui seront développés dans quelques minutes. Un nouvel accident de chasse, malheureusement, qui traumatise la Haute-Savoie. Ça s'est passé samedi soir vers 18 h sur la commune de Montrillon, près de Morzine. C'est un jeune chasseur de 22 ans qui a tué un vététiste. On fera un point complet avec Victoria dans quelques minutes. Et puis le tunnel sous le Semnoz, dans l'œil du cyclone, des habitants des bords du lac d'Annecy. Voilà, les associations sont également mobilisées. La concertation commence ce mercredi sur le projet d'aménagement de la rive ouest du lac d'Annecy. Donc il y a le tunnel du Semnoz, mais pas seulement. Il y a aussi un bus au niveau de service, une nouvelle voie urbaine du côté d'Annecy. Donc la mobilisation ce week-end à Saint-Joriot, donc on entendra les opposants. Merci beaucoup Fanette. Tout de suite, c'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques minutes pour le journal de la rédaction.